Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Avec cette semaine encore des découvertes mais aussi une actualité très dense, à commencer par la Syrie où rien ne semble pouvoir arrêter le déluge des bombes, notamment sur la ville d'Alep. L'accord pour une cessation des hostilités signé le 12 février dernier à Munich est mort-né. Pourquoi et quelles sont les conséquences? Le géopolitologue Frédéric Ancel nous en dira plus. Dans ce Moyen-Orient, en plein chaos, nous trouverons malgré tout des raisons d'espérer. À Ramallah, en Cisjordanie, des start-up dédiées aux nouvelles technologies font travailler ensemble Palestiniens et Israéliens. Ici, on coexiste en laissant la politique de côté. Faire coexister les langues régionales et le français, ça aussi c'est possible. La preuve à Nice, où une langue locale dérivée de l'occitan, le nissar, fait un retour remarqué, notamment dans les écoles. Mais d'abord le point sur la situation en Syrie où le conflit semble avoir pris un nouveau tournant. Le 12 février dernier, un accord avait été signé entre les États-Unis et la Russie. Il prévoyait non pas un cessez-le-feu mais un arrêt temporaire des combats pour la fin de cette semaine. Avant même d'être appliqué, cet accord a volé en éclats. Les bombardements russes mais aussi turcs et les combats ont continué, notamment sur Alep et ses environs. Pour ceux qui vivent encore sur place, c'est un enfer qu'aucune lueur d'espoir ne vient éclairer. Le point avec Stéphanie Larion et Marie-Christine Perrin. Depuis plus de 10 jours, Alep se meurt sous un déluge de bombes de l'aviation russe. Une offensive massive destinée à reprendre la ville aux rebelles. Et peu importe la manière, les raids aériens se multiplient, visant même les hôpitaux ou les écoles. Et chaque jour, des civils meurent dans les bombardements du régime et de son allié russe. Une stratégie de la terreur assumée au mépris du droit international. Objectif, affaiblir l'ennemi où il se trouve, même si des innocents sont tués. L'idée, c'est essentiellement de couper les rebelles de toute infrastructure leur permettant d'exister dans ces espaces. Et le fait que ces infrastructures soient civiles, sanitaires, n'a aucune importance dans cette stratégie de bombardement systématique. 200 000 Syriens habitent encore dans ces quartiers d'Alep et qu'ils soient civils ou combattants, tous pensent que l'accord signé à Munich ne mettra pas fin à ce déluge de feu. Ces rebelles, blessés au combat, qui se font soigner en Turquie, en sont persuadés. Le martyre d'Alep est loin d'être terminé. C'est sûr que les Russes n'arrêteront pas les bombardements. Au contraire, ils vont les intensifier. Ils veulent assiéger Alep et mettre les rebelles sous pression. Et malgré les nouvelles venues de Syrie sur le recul des positions rebelles, tous, ici, essayent de garder le moral. Nous refusons d'être des vaincus. Si nous recevons des missiles anti-aériens, je pense que ça changera tout sur le terrain. Moi j'ai peur, mais je garde espoir que tous ces groupes rebelles vont s'unir et vont recevoir davantage de soutien. En attendant, à Alep, les volontaires de la défense civile viennent en aide aux victimes des bombardements. L'un d'eux a accepté par Internet de raconter l'horreur du quotidien. Cette semaine, les Russes ont bombardé un marché en plein air. Plus de 20 personnes ont été tuées, surtout des femmes et des enfants. Ça arrive tout le temps. Ismaël Abdullah décrit également le dénuement des hôpitaux installés sous terre pour éviter les bombardements et la pénurie de médicaments. Des civils pris au piège, confrontés aussi au manque de nourriture. Alors ceux qui peuvent, encore, essayent de passer vers la Turquie, dont les postes frontières restent fermés. Et malgré le danger, de nombreuses familles tentent clandestinement de franchir la frontière pour fuir les bombardements. Des avions sont arrivés et ont commencé à bombarder dans la nuit. On a couru avec nos enfants, mais beaucoup d'enfants sont morts sous les décombres. Moi, j'ai dû laisser ma femme et mon fils de 2 ans en Syrie. Des barils d'explosifs tombent sur nos maisons. Tout le monde meurt, personne ne survit. Les gens fuient le feu, les bombes. Les bombes russes détruisent tout. Elles peuvent détruire d'un coup un immeuble entier. Un enfer auquel ils ont réussi à échapper moyennant 250 € par famille payés aux passeurs. Comme eux, plus de la moitié des 23 millions de Syriens ont dû fuir leur foyer depuis le début du conflit, il y a maintenant 5 ans. Un conflit qui aurait déjà fait près de 500 000 morts.
On vient de le voir avec ce reportage, la situation en Syrie et à Alep devient de plus en plus dramatique et complexe. Pour tenter d'y voir plus clair, on va retrouver notre invité Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po Paris. Alors, on le voit, Alep, on a l'impression que cette ville, en fait, cristallise beaucoup d'enjeux, de nombreux conflits. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et à votre avis, pourquoi? Oui, c'est le cas pour une raison géographique. D'abord parce que Alep, c'est à proximité de la montagne maritime alawite, c'est-à-dire le nord-ouest de la Syrie, dans ce réduit où se trouve l'essentiel des forces du régime de Bachar el-Assad, c'est-à-dire les forces alaouites. Et puis Alep se trouve également à proximité de la frontière avec la Turquie. Et là, évidemment, on a quelque chose d'extrêmement important car c'est la principale métropole du nord-ouest du pays et que les Turcs jouent un rôle de plus en plus important dans cette région qui elle-même se compose de beaucoup de Kurdes. Et là, nous avons un enjeu absolument fondamental aux yeux d'Ankara. Alors justement, vous le disiez, la Turquie, depuis une semaine, bombarde Alep et pour se débarrasser, entre guillemets, des miliciens kurdes. Ça crée une vive tension avec la Russie. On a même l'impression que ça pourrait aller plus loin. Certains ont même parlé de guerre ouverte entre les deux pays. Est-ce que ça vous semble plausible, ça ? Non, il n'y aura pas de guerre entre la Turquie et la Russie. La Turquie est membre de l'OTAN, l'alliance la plus puissante de la planète et de l'histoire de l'humanité d'ailleurs. Et la Russie le sait très bien. Et la Turquie n'attaquera pas la Russie de peur de représailles extrêmement lourdes. En revanche, nous avons effectivement une rivalité très forte sur le terrain pour une raison simple. Le cauchemar de la Turquie, ce sont les Kurdes. Et c'est la montée en puissance de l'autonomisme kurde à ses frontières, voire à l'intérieur même de ses frontières. Là, je parle donc de la Turquie. Tandis que l'objectif de la Russie, c'est de soutenir coûte que coûte Bachar el-Assad pour pouvoir continuer à disposer de cette base aéronavale qui se trouve à Tartous depuis 1951 en Syrie. Et donc, vous voyez que là, il y a une rivalité très forte entre Moscou et Ankara pour cette raison-là. Est-ce que dans cette rivalité, les États-Unis, même la France, peuvent avoir un rôle vraiment concret, vraiment important à jouer ? Alors, les États-Unis ont renoncé dans une large mesure à jouer un rôle prépondérant il y a 2 ans et demi lorsque Obama s'est assis sur sa propre ligne rouge. Vous vous en souvenez, il avait menacé Bachar el-Assad de le frapper en cas d'usage par celui-ci de gaz neurotoxique. Eh bien, en 2013, il l'a fait et Obama n'a pas réagi. Donc là, effectivement, on a une perte de crédibilité et on le voit bien aujourd'hui. Les Américains sont en retrait. Les Français sont plus puissants dans la région que ce qu'on veut bien dire ou croire. Mais néanmoins, la France ne peut pas, à elle seule, régler les questions liées au printemps arabe, à la crise syrienne, au cauchemar de la Turquie dont on parlait il y a un instant, à la volonté de la Russie de revenir dans la région, etc. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on fait face à une situation qui est difficilement contrôlable, précisément parce qu'il n'y a pas une puissance primordiale qui, à la fin de la crise, prédominera dans la région. Ce qui est aussi étonnant de vue de l'extérieur dans ce pays, c'est qu'au départ, on avait une guerre civile finalement, je dirais assez simple, je mets des guillemets à simple, mais que le conflit se complexifie avec plein d'acteurs régionaux qui essaient d'asseoir leur influence dans ce pays et du coup, ça complexifie peut-être aussi la réponse diplomatique ? Oui, c'est juste. Et si vous voulez, aujourd'hui, la Syrie, en 2 mots, cristallise les 2 clivages durs, profonds, qui transcendent et qui déchirent le monde musulman, à savoir le clivage sunnite-chiite et le clivage nationaliste-islamiste. On a là la symbiose ou le carrefour, en quelque sorte, des 2, et c'est la raison pour laquelle c'est aussi violent, c'est la raison pour laquelle c'est aussi compliqué, c'est la raison pour laquelle autant d'acteurs régionaux et mondiaux s'investissent aujourd'hui en Syrie. Une dernière question sur ce dossier. Comment vous, en tant que géopolitologue, vous voyez l'avenir ? Est-ce que vous voyez une issue positive à tout ça ? Oui, il y aura de toute façon une issue positive. Vous savez, chaque crise connaît des racines, évidemment, des causes, un développement, l'acmé de la crise, et puis finalement, on en sort d'une manière ou d'une autre. Donc on en sortira, mais je puis vous affirmer que la Syrie ne sera plus jamais la Syrie. C'est-à-dire que Assad reprend dans une certaine mesure le contrôle de certains territoires grâce à ses alliés Hezbollah, libanais, iraniens et russes, mais tout le nord et l'est et peut-être même le sud de la Syrie ne sera plus jamais sous son contrôle, et par conséquent il y aura autre chose, peut-être une deuxième Syrie avec peut-être l'ouest de l'Irak, une confédération tribale sunnite dans le désert, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la Syrie ne sera plus jamais démographiquement et politiquement la Syrie qu'on a connue.
Alors restez avec nous, Frédéric Ancel, parce que je pense que vous aurez des choses à dire sur l'homme dont on va parler maintenant. Il s'agit de Boutros Boutros-Ghali, qui est mort mardi au Caire à l'âge de 93 ans. Alors cet Égyptien amoureux de la langue française a été le premier Africain secrétaire général de l'ONU, où il est resté de 1992 à 1996. Il y a laissé un bilan, on va dire, un peu mitigé, mais sa carrière et son envergure personnelle ne peuvent se limiter à cela. Son portrait avec Camille Boudin et Brigitte Vidal. Toujours élégant, silhouette svelte et regard perçant derrière de fines lunettes, Boutros Boutros-Ghali était docteur en droit international et diplômé de Sciences Po. Tour à tour professeur à l'université du Caire, journaliste et ministre, ce bon danseur amateur de cigares et de whisky collectionnait les œuvres d'Henri Matisse et les livres rares. J'aime collectionner les livres. J'ai par exemple L'étranger de Camus, dédicacé par Camus lui-même. Amoureux de la langue de Molière, il fut aussi nommé secrétaire général de la francophonie en 1997 par Jacques Chirac. Arabe, chrétien, époux d'une humanitaire juive, celui que l'on surnommait l'Africain prônait la pluralité des religions et le soutien au tiers-monde. Architecte des accords de Camp David pour la réconciliation entre l'Égypte et Israël en 1979, il avait une obsession, rapprocher l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Élu secrétaire général de l'ONU en 1992, Boutros Boutros-Ghali se distingue par des prises de position fortes en faveur des Palestiniens ou d'une intervention au Rwanda. Le Conseil de sécurité de l'ONU a observé 1 minute de silence à sa mémoire. Les Nations Unies pleurent un leader inoubliable qui a rendu d'innombrables services à la paix dans le monde. Sur le caveau familial où sera inhumé celui que l'on appelait aussi le pharaon, 10 mots gravés « Dieu est témoin que j'ai fait tout mon possible ». Frédéric Ancel, on voit dans ce reportage, Boutros Boutros-Ghali, c'était vraiment un personnage d'une culture phénoménale. Mais au niveau diplomatique, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui ? Oui, alors culture et envergure phénoménale, vous avez raison. En même temps, un succès, celui de Camp David, donc cet accord de paix entre les États-Unis, l'Égypte et Israël, qui dure encore à ce jour et qui est extrêmement solide. Donc ça, on le lui doit pour partie. Malheureusement, 3 échecs. En 93, la Somalie. En 95, l'ex-Yougoslavie. Et surtout, en 94, le 3e grand génocide du XXe siècle, celui des Tutsis du Rwanda, auquel il n'a rien pu faire, face auquel il n'a rien pu faire. Et ça restera comme un bilan absolument catastrophique. Il faut d'ailleurs ajouter que cela doit nous rappeler que l'ONU, ce sont surtout des États, des puissances, beaucoup plus que des hommes, et que le secrétaire général des Nations Unies, c'est une institution importante, mais en même temps assez largement impuissante. Très bien, merci Frédéric Ancel. Avant de vous laisser partir, je voulais signaler à nos téléspectateurs votre dernier ouvrage qui s'appelle « Géopolitique des printemps arabes » qui est sorti aux Presses universitaires de France et qui permettra peut-être de voir un petit peu plus clair dans cette situation très complexe au Moyen-Orient. Merci à vous d'avoir été avec nous dans le Journal de la Méditerranée. Au revoir. Boutros Ghali faisait partie de ceux qui pensaient que le règlement de la question israélo-palestinienne était fondamental pour éviter le chaos au Moyen-Orient. Hélas, l'actualité ne va pas vraiment dans ce sens. C'est pour ça que nous avons choisi de vous parler d'un secteur où les choses bougent positivement, celui des nouvelles technologies. Plusieurs sociétés ont été créées, notamment à Ramallah, en Cisjordanie, où Israéliens et Palestiniens partagent leurs compétences. Une ouverture qui offre de vraies perspectives aux jeunes et qui, pour certains, offre surtout une vraie alternative à la lutte armée. Pour Ibrahim, c'est devenu un réflexe. Avant de quitter Ramallah pour se rendre à Jérusalem, il ouvre l'application Calendia sur son téléphone. C'est très utile parce que vous pouvez voir la circulation à Calendia avant de partir. Là, aux dernières nouvelles, ils disent que c'est fluide et qu'on y sera dans moins de 15 minutes. Et le barrage est ouvert. On devrait arriver à Jérusalem rapidement. Distantes d'une vingtaine de kilomètres seulement, Ramallah et Jérusalem sont séparés par cet imposant barrage militaire, le barrage de Calendia. Selon la circulation, l'attente peut être très longue, 1 heure parfois plus. Lancée durant l'automne, cette application connaît un franc succès chez les Palestiniens. Et elle va bénéficier d'une petite révolution. Le gouvernement israélien vient d'autoriser la 3G en Cisjordanie.
3G, nouvelles applications pour mobile, explosion du nombre de start-up, un vent nouveau souffle sur la Cisjordanie. Nous sommes chez Leaders à Ramallah. C'est l'un des principaux incubateurs palestiniens. Le directeur, Shadi Hatchan, accompagne 14 jeunes pousses prometteuses. FatFit fournit des solutions pour suivre des thérapies en ligne. Ici, c'est une société spécialisée dans les analyses pour les investissements. C'est une image qui n'est pas montrée en général dans les médias internationaux, mais c'est quelque chose qui a pris une réelle importance ces 5 dernières années. Ce secteur crée des opportunités d'emploi. Les sociétés réussissent, elles attirent les investisseurs et travaillent pour le marché global. Si la nouvelle économie connaît un tel essor dans les territoires palestiniens, c'est qu'Internet ne connaît pas de frontières. Une chance inespérée pour un territoire soumis à toutes sortes de restrictions. Tout est contrôlé par Israël. Même chose pour les exportations et les importations. Nous n'avons pas d'aéroport, donc c'est difficile de travailler dans ces domaines. Dans la nouvelle économie, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Tout dépend de votre capacité à développer une idée et à conquérir les marchés. Les jeunes Palestiniens sont parmi les mieux formés du monde arabe. Et ils travaillent sur un marché potentiellement gigantesque. Je ne sais pas si nous allons devenir une nouvelle Silicon Valley, car la Silicon Valley est unique sur bien des points. Mais ce genre d'endroit est une véritable opportunité qui contribue à mettre la Palestine sur la carte. Mettre la Palestine sur la carte. Pour ces entrepreneurs, la conquête de nouveaux marchés est un moyen plus efficace que la lutte armée pour obtenir un État. Mais le secteur de la haute technologie pourrait aussi contribuer à pacifier une région meurtrie par un conflit interminable. De l'autre côté de la ligne verte, Haïfa, la grande ville industrielle du nord d'Israël. De Google à Intel, les plus grands noms de la nouvelle économie sont représentés et il y a aussi des dizaines d'incubateurs de start-up comme Takwin. Mais celui-ci a une particularité, il ne recrute que des entrepreneurs arabes. Imagerie est une combinaison très intéressante entre 2 Palestiniens de Jérusalem-Est, un juif de Netanya et une jeune arabe de Haïfa. Ce sont tous de brillants scientifiques et ils construisent la plus grande plateforme de classification d'images dans le monde. L'ambiance qui règne entre eux ferait presque oublier que chaque jour ou presque, tout près d'ici, des violences opposent Palestiniens et Israéliens. Personne ici ne s'occupe de savoir si vous êtes juif ou arabe. Ce n'est pas dans notre esprit. Je ne vais pas aller sur le marché avec mon identité. Je vais aller sur le marché avec ma technologie, ce qui fait la valeur de mon produit. Pas le fait que mon équipe soit juive ou arabe ou quoi que ce soit d'autre. L'un des patrons de Takwin est juif, l'autre arabe. Ils ont investi plusieurs millions d'euros pour lancer cette entreprise. Ils l'ont fait pour favoriser la coexistence, mais d'abord et surtout pour gagner de l'argent. Autour de nous, il y a un marché de 400 millions de personnes. Alors si les Arabes d'Israël peuvent traduire l'une des meilleures technologies du monde et connecter le monde arabe et le monde occidental, c'est le meilleur pont pour la paix qu'il soit possible de construire. Le vieux rêve de Shimon Peres, l'un des architectes des accords d'Oslo, était de rapprocher les peuples par l'économie. Cela deviendra peut-être bientôt une réalité. Et si vous souhaitez revoir ce reportage et ce magazine dans son intégralité, rendez-vous sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Nous partons maintenant pour Nice, où le célèbre carnaval bat son plein jusqu'au 28 février. 600 000 spectateurs sont attendus pour voir défiler les chars animés et recouverts de superbes fleurs, comme on le voit sur ces images. Le thème retenu cette année, ce sont les médias et la communication. Il faut savoir qu'à Nice, le carnaval est vraiment une tradition très ancrée qui remonte au XIIIe siècle. Autre tradition séculaire dans la ville, le nissar. C'est en fait une langue locale qui est considérée comme une variante de l'occitan. Elle était tombée dans l'oubli, mais depuis une dizaine d'années, elle revient sur le devant de la scène, au théâtre, dans les chansons, mais aussi dans les écoles. À Nice, une classe bilingue a même été créée. Reportage Marie-Pierre Courtelemont et Georges Pinol. Depuis la baie des Anges, on entend les voix d'étranges diablotins. Papa, il y a des gueux.
Dans les collèges et lycées de l'Académie de Nice, dès la 6e, près de 2500 élèves étudient 2 heures par semaine la langue locale, le nissar. Une variante de l'occitan désormais enseignée par des professeurs certifiés. Ana Maria Sgaravisi, foi o professor de Nissart à Nice. Anne-Marie Sgaravidzi est une militante du nissar. Elle tient à ce que cette langue reste bien vivante. Nous ne sommes pas des santons, hein, nous sommes vivants. L'universel, c'est le local sans les murs, moins les murs. Donc c'est une expression d'un poète portugais qui me plaît beaucoup. Et effectivement, cette expression donc, nous dit qu'il faut commencer par connaître ses propres racines, connaître son propre environnement, sa propre culture, pour pouvoir s'ouvrir beaucoup mieux aux autres cultures. C'est un peu déraciner des ailes. Dans le Vieux-Nice, répétition de théâtre pour cette troupe d'amateurs. Lia, Caucaren des nouvelles, vous présente le mio espus. Mi sono Jean-Luc Gag, depuis 4 générations, fait vivre le théâtre nissart. 80 ans que la famille Gag anime ce lieu de création en nissar. 4000 spectateurs chaque année, les Niçois sont friands de cette langue qui marque leur histoire. Au gré des aléas historiques, des bouleversements politiques, aux Niçois, on leur a imposé à tour de rôle l'italien, le français comme langue obligatoire. Et dans ces moments-là, les Niçois se sont toujours réfugiés vers leur langue. C'est-à-dire que le niçois a toujours été la langue vernaculaire, la langue du parler quotidien, peu écrite, mais beaucoup parlée. Et aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui crée une espèce de lien commun entre nous tous. Cet engouement dépasse les frontières de la ville de Nice. À une trentaine de kilomètres de là, le village de Coarraze. Jean-Pierre Baquier, mi batti a Coarraze per lo Nissart. Chaque semaine, Jean-Pierre assiste aux répétitions du groupe de musique locale. En nissar, pour eux, c'est une évidence. C'est des chansons qu'on a entendues, que tout le monde connaît. Elles sont dans l'oreille et il n'y a plus qu'à les réveiller pour déclencher un grand nombre d'émotions. Surtout que siamo aqui dans la modernité. Donnons pas une image passéiste de la langue, voulons qu'aucun des pros modernes, c'est voilà. Ici, discussions et chants en nissar peuvent se poursuivre jusqu'au bout de la nuit, tant cette langue déchaîne les passions et les combats pour continuer à vivre. L'heure n'est plus au cynisme, mais aux valeurs simples. Ces mots sont ceux du réalisateur Mohamed Hamidi. Ils traduisent bien l'état d'esprit de son deuxième long métrage intitulé La Vache, qui raconte le périple d'un paysan algérien qui va traverser la France avec sa vache Jacqueline, tout ça à pied, et pour aller au Salon de l'Agriculture. La Vache est une comédie, mais c'est aussi un film qui parle de l'Algérie, de la France, des hommes et des belles rencontres que la vie nous offre parfois. Reportage Elisabeth de Pourquerie et Jean-Christophe Duclos. Cher monsieur Belabbas, comme tous les ans, vous avez fait une demande de participation au Salon de l'Agriculture. La direction du salon a décidé de vous inviter, vous et votre vache Jacqueline. Paysan algérien, Fata ne rêvait que de ça. Avec Jacqueline, sa belle tarentaise, il nous emmène à pied sur les routes de France. Un porteur de... Je suis son beau-frère. Non. Première étape, Marseille, sur le Vieux-Port. Fata fait sensation avec sa vache. Direction Paris, Salon de l'Agriculture. Je me rappellerai toute ma vie les jours de tournage sur la Canebière avec la vache. Marcher avec une vache, tout le monde vous aime, que tout le monde touche la vache, tout le monde lui parle, tout le monde, même en plein milieu du tournage, les gens s'arrêtent, une vache. Il y a un côté maternel chez la vache. Je sais pas, c'est peut-être le lait. Acteur inconnu du grand public, Fatsa Bouyamed s'est inspiré de l'histoire de son père. Il a emprunté son accent algérien pour jouer son rôle. Voilà Marguerite qui revient à elle. Ce rôle candide rappelle Fernandel dans La Vache et le prisonnier. Le réalisateur lui rend hommage. Je connais le chemin, je sais où je vais. Au départ, ça n'avait pas été pensé comme La Vache et le prisonnier. C'était avant tout l'envie de faire un road movie, l'envie de raconter la France, un voyage à travers la France. Il se trouve qu'après, moi j'ai eu l'idée de prendre cette vache parce que ça donnait une certaine contenance au personnage et ça l'obligeait à prendre son temps. J'ai eu le sentiment de revoir la vache de mon grand-père, d'autant plus que celle-là était particulièrement dressée et à l'écoute. C'était un vrai bonheur de tourner avec elle, on n'a pas eu de soucis. Ouais, c'est une actrice.
Ce voyage au cœur du monde paysan a déjà raflé 3 récompenses au Festival du film de l'Alpe d'Huez. Un pari réussi. C'est à la fois touchant, drôle, parfois la larme, parfois au contraire l'éclat de rire, c'est juste. On parle un peu des racines du pays de l'Algérie par exemple, mais sans jamais tomber dans les clichés. On rigole et on pleure à la fin. Ah la vache, une belle histoire entre Français et Algériens. Et si vous voulez en savoir plus sur ce film La Vache, rendez-vous sur culturebox.fr. Après La Vache, nous allons refermer ce magazine avec un autre sympathique mammifère, le dauphin. Bonne nouvelle, ils sont de plus en plus nombreux dans la Grande Bleue. 1000 grands dauphins ont été recensés le long des côtes méditerranéennes. C'est 2 fois plus qu'avant et c'est le signe que la qualité de l'eau est bien meilleure. Il ne fait pas encore partie des espèces protégées, mais on prend soin de lui quand même. C'est Grégoire Bouscambert et c'est lui qui sera avec vous la semaine prochaine. À très bientôt.